Donc bonsoir à tous. J'espère que, est-ce que au fond vous m'entendez bien? Donc si ça baisse, vous me faites signe parce qu'on en a pour un petit moment quand même. Merci de votre accueil. Merci à Socience qui organise cette conférence et puis merci tout spécialement à Monsieur Paul Collin aussi qui a œuvré pour que cette conférence puisse avoir lieu. Un très grand merci. C'est un plaisir de revenir ici où moi-même j'étais venu il y a 15 ans suivre des conférences, toujours à l'invitation de Monsieur Collin qui enseigne au lycée Fermat et dont j'ai pu suivre les cours. Et c'est de physique dont nous allons pouvoir parler ce soir. Et comme le titre l'indique, notre propos va tourner autour d'une année en particulier, l'année 1919, qui, à défaut d'être l'année de fondation de la théorie de la relativité générale, n'en est pas moins l'année d'explosion, on pourrait dire, puisque on peut dater très précisément le début de la notoriété d'envergure internationale d'Einstein. On peut la dater au jour près, cette notoriété. C'est le 6 novembre 1919 que tout s'est déroulé, et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Mais avant d'en venir à cette année cruciale pour la vie d'Einstein lui-même, puisque dans les 36 années qu'il va lui rester à vivre jusqu'à sa mort en 1955, ce sont plusieurs dizaines de lettres par semaine qu'il va recevoir à partir de cette date du 6 novembre 1919. Mais remontons un peu dans le temps si vous voulez bien, puisque la chose est très connue. Avant de proposer une théorie généralisée de la relativité, c'est une théorie restreinte qu'Einstein publie en 1905. Et puis à partir de 1907, il s'attelle à un développement de cette théorie qui viserait à intégrer à l'édifice relativiste la force de gravitation. 8 années de recherche, de 1907 à 1915. Pendant ces 8 années, qui ne sont pas l'objet à proprement parler de mon topo, donc je donne quelques pistes, mais si après tout il y a des questions et il faut que j'en dise davantage dans la deuxième partie, dans la partie de questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Mais quelques petits points de repère seulement. Ces années 1907-1915, elles sont décisives pour l'élaboration de la théorie de la relativité générale et puis dans la vie personnelle d'Einstein. Puisque ce sont pendant ces années-là qu'il va faire un petit aller-retour entre Zurich et Prague, où il enseigne pendant une année scolaire. Et puis c'est en 1914 qu'il va déménager, on pourrait dire de manière pérenne, de la Suisse à l'Allemagne, puisque c'est en 1914 qu'il obtient un poste à l'université de Berlin, Berlin qu'il ne quittera ensuite qu'en 1932 pour les États-Unis. Pendant ces années-là, la réflexion d'Einstein connaît plusieurs étapes d'élaboration. On connaît notamment le lien très important qu'a joué son ami et collègue à Zurich, Marcel Grossmann. On connaît peut-être un peu moins, mais c'est un rôle tout aussi essentiel qu'a joué le lien avec David Hilbert en Allemagne. Toujours est-il qu'en 1915, et plus exactement en novembre 1915, Einstein publie, on pourrait dire en 4 étapes successives, c'est-à-dire en fait 4 articles, un par semaine. Einstein publie donc cette théorie que l'on a ensuite baptisée du nom de théorie de la relativité générale. Comme dans beaucoup de cas, l'appellation elle intervient a posteriori pour essayer de décrire cette théorie. On sait par de la correspondance qu'Einstein lui aurait préféré l'appellation théorie des invariants, par exemple. Puisque précisément, un enjeu de la théorie de la relativité générale, c'est de trouver une description de l'univers qui ne soit pas relative. Puisque l'équation dite d'Einstein, l'équation centrale de cette théorie, qui vise à décrire, disons, l'univers dans son ensemble, avec le fameux espace-temps à 4 dimensions, celui-là même dont Einstein a pu écrire ensuite que lorsqu'on en entendait parler, on était saisi, je cite, d'un frisson mystique. Cet espace-temps courbé à 4 dimensions, qui est le cœur de cette théorie, il va constituer, on pourrait dire, le premier objet d'étude et le premier objet de discussion dans les années 1916-1917. Existe-t-il vraiment? Et on est là au carrefour des questions physiques et des questions philosophiques. L'objet physique a-t-il une existence à part entière? Il se trouve qu'Einstein publie sa théorie donc en 1915.
Et il est important d'intégrer un élément fondamental de contexte, bien sûr, c'est celui de la Première Guerre mondiale. En 1915, Einstein est donc à Berlin, et les communications scientifiques sont également interrompues avec les pays du camp opposé, si je puis dire, en particulier la Grande-Bretagne, qui va jouer un rôle décisif dans la suite de mon histoire. Si bien que la théorie de la relativité générale, dans les premiers mois de sa vie, si l'on veut dire, si on lui donne une date de naissance autour de novembre 1915, dans les premiers mois de sa vie, la théorie de la relativité générale passe, pour ainsi dire, inaperçue. Inaperçue, si ce n'est à un endroit, dans la ville de Leyde, aux Pays-Bas. Et sur la gauche ici, c'est une photographie des principaux protagonistes de cette ville qui a constitué, pour ainsi dire, le premier noyau d'études de la relativité générale. La ville de Leyde, on reconnaît en bas à droite Lorentz, avec sa barbe blanche, et puis on verra le nom de personnage ensuite. Mais Lorentz, évidemment, a eu une influence décisive pour l'élaboration de la relativité restreinte, mais aussi comme promoteur, l'un des premiers, en particulier aux Pays-Bas, de la théorie de la relativité générale. Mais tout ça est bien timide dans les premiers mois. En Angleterre, par exemple, et le personnage qui va être, je dirais, l'alter ego d'Einstein dans mon exposé, c'est celui qui se trouve en bas à gauche, et qui s'appelle Arthur Eddington, que vous voyez ici, donc juste en dessous d'Einstein. Celui-là va être tout à fait essentiel, mais en 1915, et même dans les premiers mois de 1916, il n'a absolument pas entendu parler, ni lu les articles d'Einstein. J'ai évoqué novembre 1915, on pourrait compléter, puisque au début de l'année 1916, Einstein publie un article de synthèse de cette nouvelle théorie, qui reprend et ordonne les différents éléments publiés en novembre de l'année précédente. Et c'est pourquoi dans la littérature secondaire, comme on dit, on trouve tantôt une année, tantôt l'autre comme fondation de la théorie de la relativité générale. Et c'est un article fondamental qui précisément porte ce titre, les fondements de la théorie, qui va paraître en mai 1916 et qui va être le premier objet physique à être diffusé pour faire connaître cette théorie. Et le protagoniste qui compte ici, on le voyait juste en haut à droite de la photographie, il est moins connu sans doute que Lorentz, mais il est essentiel dans notre histoire. Il s'appelle Willem de Sitter, c'est un astronome hollandais, directeur ensuite de l'observatoire de Leyde, mais déjà professeur d'astronomie à l'université de Leyde. Il va s'intéresser particulièrement aux questions de relativité générale, et à partir de 1917 d'ailleurs, il va produire un modèle cosmologique alternatif à l'univers dit d'Einstein, qui va donner matière à discussion jusqu'à la fin des années 20. Ce seront les deux grands modèles en concurrence pour décrire la géométrie d'ensemble de l'univers. Pour l'instant, son rôle va être celui, si l'on peut dire, d'un diffuseur ou d'un publicitaire. Les Pays-Bas, en effet, ont une caractéristique pendant cette Première Guerre mondiale, c'est un pays neutre du point de vue du conflit. Si bien que les savants hollandais parviennent à maintenir une bonne part de correspondance scientifique avec les différents protagonistes. Et ça va avoir une importance capitale. Outre Willem de Sitter, le personnage qui compte, je le disais, donc, c'est Arthur Eddington que vous voyez ici à droite. Comme c'est lui que nous allons suivre, puisqu'à vrai dire, c'est lui, à proprement parler, qui va œuvrer pour promouvoir et, si on fait un petit raccourci, tester expérimentalement la théorie d'Einstein, je donne un petit mot de contexte. Parce que c'est pas pour rien, si je puis dire, que c'est sur lui que c'est tombé. Arthur Eddington, à l'époque, est directeur de l'observatoire de Cambridge. Donc c'est le deuxième plus grand observatoire à l'époque en Angleterre, après l'observatoire royal de Greenwich, dans la banlieue de Londres. Ces études, comme vous voyez sur la frise, 1902-1906, ces études secondaires, il les a faites au Trinity College, donc c'est l'un des collèges de l'université de Cambridge. C'est son centre de gravité, si je puis dire, pendant la totalité ensuite de sa carrière. Il y fait des études et il y apprend la géométrie différentielle, qui va être un outil essentiel
pour surmonter les difficultés intrinsèques de la théorie d'Einstein. Rappelons que lorsqu'Einstein publie son article de synthèse en mai 1916, il insère tout un chapitre, une dizaine de pages, exclusivement mathématiques, une sorte de mise à niveau pour les collègues. Puisque la géométrie différentielle est peu travaillée, peu étudiée, et elle est, on pourrait ainsi dire, un obstacle conceptuel qu'il va falloir franchir pour les collègues pour aborder cette théorie. Eddington a la chance d'être déjà bien outillé dans ce domaine, celui de la géométrie différentielle. Et il est repéré très vite, en 1906, il a 24 ans, il est repéré très vite, et à l'âge de 24 ans, il est embauché, si l'on peut dire, à l'Observatoire Royal de Greenwich comme, on dirait, directeur adjoint. Ça veut dire qu'à 24 ans, il gère une trentaine de personnes qui sont chargées de faire des calculs, de faire des expériences. Il a déjà un rôle, on pourrait dire, de management de la recherche. Ce poste, il est important parce qu'il lui permet de faire la connaissance d'une autre figure que l'on va retrouver jusqu'à la fin de mon propos. Il s'appelle Frank Dyson, qui est son N+1, comme on dirait dans le vocabulaire de l'entreprise, puisque c'est le directeur de l'observatoire. C'est celui qui porte le titre d'astronome royal, la plus haute autorité astronomique en Angleterre. Le titre existe toujours, il n'est plus attaché spécialement à un poste particulier, c'est aujourd'hui simplement un titre honorifique, mais à l'époque, c'est un poste extrêmement important. Après ces quelques années à Greenwich, Eddington va être élu comme professeur au Trinity College, celui-là même d'où il vient, et un an plus tard, nommé comme directeur de l'observatoire. Pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1944, il va conserver ses deux casquettes, enseigner l'astronomie, et derrière l'astronomie, au début du XXe siècle, il faut entendre aussi les mathématiques pour les théories astronomiques, dont la relativité générale, et aussi ce poste de directeur de l'observatoire. Pour dire les choses rapidement, dans l'entre-deux-guerres, vraisemblablement, Eddington fut l'astronome le plus influent au monde, puisqu'il va œuvrer de manière absolument essentielle, d'une part pour la diffusion de la théorie de la relativité générale, mais d'autre part, au début des années 30, pour la diffusion de toutes les idées autour de l'expansion de l'univers, et là encore, son rôle va être absolument décisif. Peut-être que ceux qui s'intéressent aux questions cosmologiques ont déjà entendu le nom de Georges Lemaître, par exemple, celui qui a imaginé le premier modèle d'univers en expansion, on disait de rayon croissant en 1927. Il fut un étudiant d'Eddington, et c'est Eddington qui va lui apporter son appui pour faire connaître et promouvoir cette théorie, dont certains, Einstein par exemple, pouvaient avoir des vraies réticences. Einstein a trouvé cette théorie, au début, je cite, abominable. Eddington, donc, lorsqu'on le retrouve en 1915, il a un poste déjà très important. Et son éducation universitaire, j'entends, le dispose à recevoir la théorie de la relativité générale d'Einstein. Le rebondissement intervient en juin 1916. Ce que vous voyez sur la droite, c'est une écriture assez délicate, vous voyez, assez lisible, d'Eddington dont je parlais à l'instant. En juin 1916, on n'a pas la date exacte, il reçoit, de la part de Wilhelm de Sitter, que l'on a vu tout à l'heure, les vaisseaux commencent à s'entrecroiser, il reçoit le papier, l'article qu'Einstein vient de faire paraître. C'est le seul et unique exemplaire de cet article qui a franchi les frontières du Royaume-Uni. Eddington s'empresse de lui écrire, je cite un extrait de la lettre, je suis immensément intéressé par ce dont vous me parlez à propos de la théorie d'Einstein. Jusqu'à présent, je n'ai eu que de vagues rumeurs sur le nouveau travail d'Einstein, c'est la fin de la lettre. Je ne pense pas que quiconque en Angleterre connaisse les détails de son travail. Donc nous sommes 8 mois après la publication des articles de novembre 1915, la théorie demeure tout à fait inconnue en Angleterre. Les premiers barrages de la guerre franchis, grâce à l'intermédiaire de Wilhelm de Sitter, Eddington va pouvoir lire et commencer à appréhender cette théorie de la relativité générale. Pour parvenir à la maîtriser au point d'être capable d'écrire lui-même un texte sur la théorie de la relativité générale, il va lui falloir 2 ans. Et ça, c'est un point sur lequel je pourrais dire quelque chose dans les questions, si vous voulez, parce que ce temps est très intéressant. C'est un temps qui lui est nécessaire pour entrer, d'une part, dans la technicité mathématique, et d'autre part, dans les bouleversements conceptuels
Ce sont les deux difficultés majeures, hein. Technicité d'une part, et ce caractère très contre-intuitif de la théorie de la relativité générale. 2 ans, donc, avant qu'il ne publie, en 1918, le premier texte d'une centaine de pages, par un Anglais, pour des Anglais, sur la théorie de la relativité générale. Entre-temps, il a correspondu avec Bullet de Sitter. Et vous voyez une autre lettre ici de juillet 1916. Il lui demande la permission d'utiliser l'article qu'il vient de recevoir pour en faire part oralement. Vous voyez, pour l'instant, il va s'agir seulement de faire savoir qu'une théorie a été publiée récemment. La British Association, c'est une association qui existe toujours, qui regroupe plusieurs milliers de scientifiques en Angleterre et qui tient un congrès annuel. Eddington a parlé, et il s'est passé beaucoup de choses dans ces congrès annuels. Et vous voyez que nous sommes ici pour la lettre en juillet 1916. Eddington doit intervenir justement sur le sujet de la gravitation 2 mois plus tard. Et sans surprise, il demande de pouvoir utiliser l'article d'Einstein pour à tout le moins en dire quelques mots. C'est la première allocution, c'est au mois de septembre 1916, la première fois que l'on va entendre quelqu'un parler de la théorie de la relativité d'Einstein en Angleterre, donc en langue anglaise. Comme Eddington ne se sent pas capable pour l'instant d'écrire lui-même, il va prendre sur lui de demander à De Sitter de rédiger un article, on pourrait dire de semi-vulgarisation, en langue anglaise. L'idée, c'est de présenter les grandes lignes, vous voyez ici la fin de la lettre, qui indique que personne en Angleterre n'a pu voir l'article d'Einstein. Vous voyez, nous sommes dans quelque chose qui est à peine en train de commencer à se diffuser. Et voilà l'article que De Sitter, vous voyez qu'il est signé ici, hein, fait paraître à la demande d'Eddington à la fin de l'année, nous sommes en novembre 1916, un premier article qui vise à rendre compte de la théorie, pas de manière aussi technique et fouillée que les articles d'Einstein, mais l'idée c'est de commencer à faire cette promotion, de faire connaître la théorie. Est-ce que jusqu'à présent, je suis assez clair dans l'exposé? Bon, super. Alors, ce qui compte, quand on appréhende cette théorie, je le disais, hautement technique et très contre-intuitive, ce sont, pour ainsi dire, les bases empiriques de cette théorie. Pourquoi pas parler d'un espace-temps courbé à 4 dimensions si on veut, mais enfin, en quoi est-ce que ça sert à quelque chose? Quel rapport avec le monde qui nous entoure? Bien sûr, c'est la première question qui vient. Mais pourquoi, si l'on peut dire? Il se trouve que dès la publication de sa théorie en novembre 1915, Einstein lui a donné un point d'appui expérimental. Puisque, depuis le milieu du XIXe siècle, subsistait une anomalie dite du périhélie de Mercure. C'est Urbain Le Verrier, à l'Observatoire de Paris, qui l'avait mise au jour. Urbain Le Verrier, dont on connaît bien la découverte de Neptune en 1849, mais on sait moins qu'en 1856, il a, de la même manière, observé la trajectoire un petit peu surprenante de la planète Mercure, la plus proche du Soleil. Souvenons-nous qu'en 1849, lorsqu'il observe Uranus, Le Verrier voit une trajectoire incohérente au premier abord avec la théorie de Newton, et fait l'hypothèse que le problème se situe non du côté de la théorie, mais du côté des conditions initiales. Autrement dit, il fait l'hypothèse d'une planète non observée à ce moment-là, et qui viendrait perturber la trajectoire de la planète qu'il a observée. Lorsqu'il rencontre le même problème avec Mercure en 1856, évidemment, spontanément, il pense au même type de solution. Ça a marché une fois, pourquoi pas deux. Et il va chercher à observer au plus près du Soleil pour chercher une planète. Sans succès, bien sûr. Et cette anomalie dite du périhélie de Mercure, elle va subsister jusqu'à la théorie d'Einstein. Et c'est la première, on pourrait dire confirmation, le mot serait un peu exagéré, mais le premier soutien qu'Einstein lui-même va pointer et qui va lui apparaître comme un soutien décisif puisqu'il y consacre l'un de ses 4 articles en novembre 1915, cette question du périhélie de Mercure. Périhélie qui avance de 43 secondes d'arc par siècle, ça c'était l'observation, et donc c'est minuscule bien sûr,
Mais tout de même, Einstein déroule les calculs en novembre 1915 et il trouve exactement 43 secondes d'arc partiel. Pour lui, c'est une sorte d'appui extraordinaire. Ça lui fait publier ses calculs, je le disais, en novembre. Mais ici, Einstein vient on pourrait dire, de retrouver par le calcul une observation du passé. Il n'a pas fourni de prédiction nouvelle. Ça compte aussi pour recevoir une nouvelle théorie. Parce que dans la balance, il faut bien comprendre qu'en 1915, il y avait des explications alternatives pour l'avance du périhélie de Mercure. Des explications qui étaient moins convaincantes, puisqu'elles faisaient appel à des choses plus intuitives, notamment une explication autour de la condensation supposée de l'éther autour du Soleil. L'éther n'était pas encore disqualifié à l'époque, et c'était une explication qui était prise au sérieux, et que l'on trouve, par exemple, sous la plume de Poincaré, mais aussi de Sutter. Donc, ça ne suffit pas encore pour faire peser la balance dans le sens d'Einstein. Il se trouve qu'au fil des années, Einstein a fini par avoir une autre idée. L'idée que les rayons lumineux peuvent être courbés par l'espace-temps lui-même. Ouais, le frisson mystique, il est un peu là. Donc, les rayons lumineux seraient courbés par l'espace-temps. Et cette courbure serait observable. Bien sûr, ça suppose de considérer des rayons lumineux qui passent dans, on pourrait dire, un puits gravitationnel assez profond pour que cette déviation, elle soit assez sensible. Et l'objet qui fournit aux alentours de la Terre le meilleur puits gravitationnel, c'est-à-dire l'objet le plus lourd, c'est le Soleil, bien entendu. Il s'agirait donc d'observer des rayons lumineux qui frôlent le Soleil en venant, par exemple, des étoiles qui se trouvent derrière. Bien sûr, quand il fait jour, on ne voit pas les étoiles. Ça arrête Einstein, le point de départ. Et puis il se dit, mais après tout, peut-être qu'à la faveur d'une éclipse, on pourrait photographier les étoiles qui se trouvent en arrière du Soleil et observer si on n'a pas une sorte de mirage gravitationnel, pour ainsi dire. Et c'est ce que Einstein propose. Pourquoi pas, à la faveur d'une éclipse, observer, etc. Mais Einstein n'est pas du tout un observateur. Et c'est en Angleterre, donc, que tout va se jouer. En 1917, Eddington et Dyson, dont on se souvient, son patron, si l'on peut dire, du début de sa carrière, et puis son collègue maintenant, puisque la plus haute autorité astronomique en Angleterre, ce sont des spécialistes de la prévision des éclipses. Et eux-mêmes sont déjà allés photographier des éclipses, par exemple, pour observer des éruptions solaires, pour observer un certain nombre de choses. Mais jamais dans cette perspective, évidemment. Et ils savent qu'en mai 1919, doit se produire une éclipse qui aura la particularité de positionner le Soleil devant un champ d'étoiles particulièrement lumineux. Donc, des conditions expérimentales aussi optimales que possible. Et c'est ainsi que progressivement, au cours de l'année 1917 et de l'année 1918, l'idée d'aller observer cette éclipse va petit à petit prendre de l'ampleur. Je dis aller observer parce que malheureusement l'éclipse elle n'est pas visible depuis l'Europe ou les États-Unis. Il va falloir voyager pour aller voir cette éclipse. Et si vous repérez, donc ici c'est une illustration qui est parue dans un journal anglais en 1919, donc une illustration qui essaie de présenter les différents éléments. On voit en haut l'étoile dans sa position réelle sur la gauche et dans sa position apparente sur la droite, avec une toute petite déviation. Vous voyez, c'est ce petit angle-là qui est supposé devoir être mesuré. Et puis, ici dans le cercle, on voit une vue de face, avec le Soleil et puis les étoiles, à chaque fois, position réelle, position apparente. Ici, le décalage est très très exagéré. Sur les photographies qui devaient pouvoir être faites, le décalage observable, si tant est qu'il y en ait un, il était attendu de l'ordre, l'équivalent d'un cheveu. Donc ça suppose des mesures extrêmement précises et des contraintes expérimentales fortes. Et voici enfin ce qu'on appelle la ligne de totalité. Vous voyez cette ligne, donc j'ai grossi le schéma juste à gauche, qui passe par l'Amérique du Sud et par l'Afrique. Alors on va chercher des lieux. L'ennemi de l'observation des éclipses, c'est la météo. En 1912, Eddington était allé au Brésil observer une éclipse. Ça prend des semaines, évidemment, à l'époque, pour mettre en place l'expédition, pour monter le matériel. Ce sont littéralement plusieurs tonnes de matériel que l'on déplace.
Et puis finalement, c'était le mauvais temps, les nuages, la pluie, et on n'a rien pu observer. Ici, on estime que la chose est tellement importante que l'on va envoyer 2 expéditions à 2 endroits différents pour maximiser les chances. Et c'est ainsi que l'on va envoyer une expédition ici à Sobral, c'est un petit village du Brésil. Et puis ici, il y a écrit Principe en français, on appelle ça l'île du Prince. On se trouve, c'est une île qui dépend alors de la Guinée, qui est à ce moment-là colonie portugaise. C'est là qu'Eddington va, vraisemblablement, parce que le Brésil l'avait déjà vu, en 1912, je le disais, on n'a pas plus de raison que ça pourquoi est-il allé à un endroit, ben on serait parti et puis on tire à fine face. Donc lui est allé ici, sur l'île du Prince. Il faut plusieurs mois, quand l'expédition se prépare, la guerre est encore en cours. Donc il faut plusieurs mois pour motiver les institutions à prêter du matériel, réunir des fonds, puisqu'il va falloir déplacer schématiquement 3 personnes de chaque côté, et sur place, payer les gens pour aider au montage, au déplacement de matériel, etc. Payer aussi évidemment le déplacement qui prend plusieurs semaines. Donc tout ça c'est complexe. Et tout ça bien sûr, pour que des Anglais aillent tester la théorie d'un Allemand. Je dis ça sans sourire parce qu'à vrai dire, ce moment, on va le voir, a eu un rôle décisif, j'exagère encore parce qu'il y aura encore plusieurs étapes, mais a eu un rôle, ne serait-ce que du point de vue de la communication, un rôle très important pour promouvoir les relations internationales sur le plan scientifique. Alors je poursuis. Nous sommes en décembre 1918, vous voyez une photo de l'époque. Eddington écrit, alors nous sommes fin décembre, vous voyez, vous devriez être intéressé de savoir qu'en Angleterre, nous préparons 2 expéditions pour le titre de mai prochain, dans le seul but, vous voyez, il le souligne hein, ici en anglais, dans le seul but de mesurer la déviation de la lumière, je devrais partir avec l'une d'elles, c'est effectivement ce qui va se passer. Eddington, effectivement, va partir. Alors, c'est plein de petites péripéties, parce qu'il faut prendre un premier bateau, un deuxième bateau. Sur l'île du Prince, on n'y est pas allé en reconnaissance. On a échangé avec des personnes sur place par courrier. Donc, il faut arriver bien à l'avance, plusieurs semaines à l'avance, pour trouver un lieu idéal. Donc, on va trouver une petite colline dans une plantation de cacao, on va essayer de se battre contre les singes pour pas qu'ils démontent le matériel. Tout ça, ça a été raconté par la suite, donc c'est absolument vrai. Et puis on va faire des mesures, des tests pour préparer le jour J. Ce jour J, c'est le 29 mai 1919, à 14 h à peu près, que l'éclipse doit se produire. 29 mai 1919. Donc Eddington fait ça du côté de l'île du Prince, ses collègues font ça au Brésil, et chacun croise les doigts pour avoir une météo favorable. L'installation, elle est complexe. Pour vous donner un petit aperçu, on va mobiliser un télescope sur l'île du Prince, 2 télescopes au Brésil, puisque chaque télescope va permettre de réaliser une série de photographies, de plaques photographiques. Ces plaques, ça signifie qu'on va les disposer à l'arrière du télescope. En fait, il y a un appareil, évidemment, qui fait l'intermédiaire, pour photographier l'image que l'on aurait observée si on avait placé l'œil dans le télescope. Ça suppose une trentaine de secondes d'exposition de chaque photographie. Mais pendant 30 secondes, la Terre, elle tourne. Et si on ne fait rien, l'image de l'étoile, elle se déplace avec elle. Et on verrait un petit trait au lieu d'un point bien précis. Alors, dans ces conditions-là, impossible de mesurer la moindre petit décalage, la moindre petite déviation. Alors, il faut apporter un petit appareil qui va faire tourner le télescope à la même vitesse que la Terre tourne, pour rester bien aligné sur l'étoile. Enfin, sur le Soleil et les étoiles qui sont autour. Donc tout ça, ça a fait l'objet de tests en Angleterre, de mesures, etc. Derrière tout cela, il y a plein de possibles problèmes expérimentaux. L'un des principaux, c'est la température. Qui dit température élevée ou variation de température, dit torsion possible des miroirs du télescope, dit problème au niveau des lentilles, donc dans tous les cas, perte de netteté de l'image. Donc, mesure impossible. Dans les 2 cas, ils vont pouvoir faire une dizaine de photographies. Les plaques photographiques, aujourd'hui, sont perdues. Il n'en demeure pas moins que ces photographies, elles ont été réalisées et qu'on possède les relevés qui ont été faits, mais pas les plaques elles-mêmes. On possède les tableaux de calcul, puisqu'à l'époque, bien sûr, on calcule tout à la main, ça va de soi.
Et il se trouve qu'à l'île du Prince, ils ont quand même eu une petite frayeur, parce que le matin même, c'était un peu comme là, on avait tout à l'heure en arrivant, c'était limite la pluie. Ils ont eu gros orage dans la matinée. Faut imaginer l'état de nerfs, je pense, dans lequel ils mais ça fait 2 ans qu'ils préparent le truc, ils ont affronté tout un tas d'obstacles, et arrivé là, c'est les nuages encore, vous voyez. C'est une affaire à rebondissement. Et puis, 10 minutes avant le début de l'éclipse, le soleil apparaît. Alors, les nuages se dissipent petit à petit, mais ça va poser quand même un petit problème. C'est que, sur l'île du Prince, dans les premières photographies, les nuages seront encore suffisamment présents pour occulter les étoiles. Donc, ils vont avoir moins de photographies disponibles. Qui dit moins de photographies, dit moins de mesures pour croiser les données et obtenir des données fiables. Si je précise tout ça, c'est que ces données vont faire l'objet d'une discussion un peu plus tard. Tout va bien encore? Alors poursuivons notre histoire. Après cette éclipse du 29 mai 1919, il s'agit de faire les mesures à partir de ces photographies. On ne les fait pas sur place. Puisque, attention, il va falloir comparer le champ d'étoiles photographié sur l'île du Prince, déformé soi-disant par la présence du soleil, avec ce même champ d'étoiles photographié 6 mois auparavant, quand la constellation était visible de nuit, pour la voir sans la déformation occasionnée par le soleil. Donc tout ça, c'est complexe. D'autant plus que les photographies de référence n'ont pas été prises au même endroit. Les photographies 6 mois avant, elles ont été prises en Angleterre. Donc tout ça, ça suppose plein de calculs, et des calculs qu'évidemment Eddington commence à faire sur le chemin du retour. On est pressé. Et c'est à sa maman qu'il écrit. Et vous verrez qu'Einstein écrit à sa mère aussi. Donc chacun va... C'est bon. De toute façon, c'est l'interprétation psychologique. Matrice Scherberg, dit-il. Nous avons développé les photographies de chaque nuit pendant les 6 nuits suivant l'éclipse, et j'ai passé la journée entière à les mesurer. La plaque vraiment bonne que j'ai mesurée a donné un résultat en accord avec Einstein, et je pense que j'ai une petite confirmation avec une seconde plaque. C'est pas du tout suffisant, mais au moins ça manifeste le bon espoir d'arriver à quelque chose. Nous sommes en juin 1919, oui, et on en est là. Du reste, ce que vous voyez en fond d'écran, c'est ce qu'on appelle la Wren Library, la bibliothèque construite par Christopher Wren, W-R-E-N, celui-là même qui a construit la cathédrale Saint-Paul à Londres. Il était tellement fan des damiers noirs et blancs qu'il en a mis partout. Donc, aussi bien dans la cathédrale de Londres que dans cette bibliothèque qui se trouve au Trinity College de Cambridge. C'est là que se trouvent les lettres que vous voyez dans les archives d'Eddington. Donc, juin 1919, donc, on commence le travail. Et puis tout l'été va être consacré au retour en Angleterre, à faire des mesures, faire des calculs, comparer, etc., etc. Donc l'analyse des données, elle va prendre plusieurs mois. À partir du mois de septembre, c'est là où il y a une stratégie de communication très intéressante. Les Britanniques ont communiqué d'une part dans des journaux, je dirais, grand public, le Times par exemple, mais aussi dans des revues spécialisées. En amont des expéditions, donc en janvier 1919, et puis quand on se rapproche de l'événement, mai, début juin, début septembre, on trouve des articles pour faire un peu monter la pression, quoi, créer un événement. Et puis, l'annonce officielle des résultats est prévue pour le 6 novembre 1919, mais c'est comme aujourd'hui, dès le mois de septembre, les infos commencent à fuiter, à être distillées pour créer cette forme d'attente, vous voyez. Et effectivement, en septembre, Eddington, toujours à ce congrès de la British Association, Eddington va donner quelques mots, quelques phrases pour dire « ça sent bon le succès », vous voyez, quelque chose de ce genre. Et en octobre, il va écrire à un collègue, je vais peut-être vous remontrer ça sur photo, à un collègue hollandais, lui aussi, qui, voilà, Egenar Hertzsprong, qui est plus très connu aujourd'hui, mais important dans l'histoire de l'astronomie, dans le classement des étoiles, etc. Il y a un diagramme stellaire qui porte son nom pour classer les étoiles. Il va lui écrire parce que les collègues de Leyde, justement, ont essayé de faire se rencontrer Eddington et Einstein à cette époque-là, aux Pays-Bas, à la fin du mois d'octobre 1919. Ça n'a pas pu se faire, finalement, parce qu'Eddington n'a pas pu quitter le territoire britannique, mais Einstein, lui, y est allé. Et de fait, même pendant la Première Guerre mondiale, il avait dû faire quelques voyages aux Pays-Bas. Mais comme Eddington n'a pas pu se rendre à cette rencontre, il a envoyé une lettre. Et la lettre la voici.
Donc il l'adresse à son camarade, puisqu'ils se connaissent par ailleurs, hein, Hertzsprung, en lui demandant de faire part des résultats prometteurs à Einstein qu'il va voir face à face 2 semaines plus tard. Et Einstein, dans sa correspondance, va signaler à Max Planck, par exemple, qu'il a vu la lettre, cette lettre, et que l'annonce n'est pas faite, les résultats numériques ne sont pas encore fournis, mais que l'on est bien parti. Le professeur Einstein n'aura probablement pas encore reçu la lettre que je lui ai écrite il y a une semaine environ. Cette lettre-là, elle est perdue. Et il semble qu'Einstein ne l'ait pas reçue, plus exactement, hein, puisqu'il n'en fait jamais mention. À l'époque, on a plusieurs occasions où il est attesté que le courrier s'est perdu. Veuillez donc lui dire que la déviation observée lors de l'étude s'accorde avec sa prédiction. Je pense que l'article contenant les résultats sera lu le 23 octobre, donc à la fameuse rencontre avec Einstein. Les 2 expéditions concordent. Donc voilà ici un élément supplémentaire. Dans la lettre à sa mère, Eddington disait que ses propres mesures allaient dans le sens d'Einstein. Ici, l'élément qu'il ajoute, c'est que les mesures effectuées et les calculs effectués par ses collègues au Brésil apportent aussi la même confirmation. On est là dans une logique de corroboration, pourrait-on dire. Et le moment décisif intervient le 6 novembre 1919. Alors, il faut imaginer la scène, hein, nous sommes à la Royal Society de Londres, donc société savante qu'on ne présente pas, hein, fondée en 1660, l'Académie des sciences entrant en 1666. Nous sommes à la Royal Society de Londres, le portrait de Newton, celui que vous voyez à gauche, c'est pas le plus connu, mais c'est celui-là qui se trouve à la Royal Society, puisque Newton en fut le membre, puis le président. Au-dessus du siège de présidence a été accroché le portrait de Newton. Vous voyez, on est dans l'ambiance. Et c'est Joseph Thomson, le découvreur de l'électron par exemple, le prix Nobel de physique, qui préside la séance. Alors, faut imaginer, hein, il y a la presse, il y a les scientifiques qui sont là, la salle est archi comble, et le propos de la séance, c'est d'annoncer les résultats numériques, en attendant quelques mois plus tard qu'un compte rendu complet soit effectivement publié dans le journal associé. Mais là, c'est la grande annonce, le 6 novembre 1919. Et vous voyez que tout commence par Joseph Thomson, vous voyez, on voit son nom ici, qui prend la parole et qui invite Frank Dyson, c'est ordre de préséance oblige, hein, l'astronome royal, à rendre compte des résultats. C'est pas Eddington lui-même qui prend la parole en premier. Ce qui est annoncé, là, il n'y a pas de surprise pour vous, mais pour les personnes de l'époque, c'est un moment très très important, c'est que la théorie d'Einstein a remporté le test expérimental contre la théorie de Newton. Alors prenons un instant la mesure de cette annonce. Nous sommes à moins d'1 semaine du premier anniversaire de l'armistice. Nous sommes le 6 novembre 1919. Ce sont des savants anglais qui annoncent que la plus importante théorie scientifique qui a jamais existé, celle de Newton, celle du plus grand savant anglais qui a jamais existé, est disqualifiée par celle d'un Allemand. Donc ça participe, cet élément, je dirais, géopolitique, participe de l'importance de l'événement. Alors, évidemment, lorsqu'on entre dans le détail, les choses sont un peu moins flagrantes que juste on décroche le portrait de Newton et on remplace par celui d'Einstein. Ça va de soi. Mais du point de vue du symbole, la chose est très importante. Précisons en outre qu'il ne s'agissait pas de déterminer si oui ou non les rayons lumineux étaient déviés aux abords du Soleil. La réponse, elle ne tenait pas à présence ou absence d'une déviation. Je précise cela pour comprendre la suite de la discussion. En fait, les expéditions pouvaient avoir 3 issues, pas 2 seulement. On n'est pas dans quelque chose de binaire. Première issue possible, évidemment, aucune déviation des rayons lumineux n'est mesurée. Autre issue possible, à l'autre extrémité, on mesure la déviation calculée par Einstein dans le cadre de sa théorie, 1,75 secondes d'arc. Donc 1,75, c'est le chiffre que l'on va retrouver à plusieurs reprises. 1,75, ça c'est la déviation dite einsteinienne. Mais, il est possible aussi, dans un cadre newtonien, de calculer une déviation des rayons lumineux aux abords d'un astre. Newton lui-même avait évoqué cette possibilité, sans faire de calcul. Newton
est connu évidemment pour ses principes mathématiques de la philosophie naturelle, un peu moins pour son second plus grand livre qui s'appelle L'Optique, qui date de 1704, ouvrage 1704 donc, dans lequel il pose la question, dans le cadre, lui, d'une théorie corpusculaire de la lumière, si la lumière est faite de particules et que ces particules ont une masse, sans doute elle est affectée par la gravitation. Ça, c'est une phrase que l'on trouve chez Newton. 2 siècles plus tard, on est dans l'idée que certes, les particules, la lumière peut être considérée, pour une part en tout cas, comme faite de particules, mais de particules sans masse. Mais néanmoins, pour parler un peu technique, avec une quantité de mouvement. Et c'est ça qui permet le calcul. Et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, donc c'est pas Newton à proprement parler qui avait fait ces calculs, mais dans un contexte newtonien, on avait pu réaliser des calculs pour estimer numériquement la déviation des rayons lumineux aux abords du Soleil. Entre la valeur dite newtonienne et la valeur einsteinienne, on est exactement du simple au double. Littéralement, c'est la même formule, il y a juste un facteur 2 qui apparaît dans la formule d'Einstein. Ça veut dire donc 3 issues. Pas de déviation, après tout, pourquoi pas. 1,75, la déviation prédite par Einstein, et la demi-déviation, 0,87, on écrivait à l'époque, la déviation newtonienne, pour ainsi dire. Alors il va falloir discuter de la valeur des mesures. Alors ça c'est un diagramme pour nous rappeler, mais on va passer là-dessus. Voilà les mesures. Alors, on l'a dit, 3 télescopes sont utilisés, un à l'île du Prince, vous voyez c'est la première ligne, et 2 au Brésil. Et vous voyez immédiatement que les 3 ne pointent pas exactement vers les mêmes valeurs. 1,60 pour l'un, 0,93 pour le deuxième, et 1,98 pour le troisième. Dit comme ça, la conclusion n'est pas très flagrante. Ce que l'on peut exclure, c'est la possibilité, pas de déviation. Ok, très bien. Mais comment trancher ensuite entre les 2 autres possibilités? Vous voyez, l'article qui rend compte de cet événement indique les 2 valeurs. 0,87 dans la théorie de Newton et 1,75 dans la théorie d'Einstein. Donc il va falloir départager les 2. Et toute la discussion, oralement, le 6 novembre 1919, et puis ensuite dans la publication, va consister dans une argumentation sur la valeur des différentes mesures. Et ça, c'est une chose aussi très intéressante du point de vue expérimental. Quelle fiabilité accorder à des mesures et comment quantifier cette fiabilité. Alors, je vous passe les détails argumentatifs, si vous voulez, je pourrais en dire un mot dans les questions. Mais le discours consiste à classer les 3 valeurs de la plus fiable à la moins fiable. Celle des 3 qui est jugée comme la plus fiable, c'est celle de... Hop là, pardonnez-moi. Voilà. C'est celle qui est de 1,98. Celle-là, elle est jugée la plus fiable. Vous voyez qu'on a la plus petite barre d'erreur. Deuxième, sur le podium, 1,60. Et enfin, la valeur qui doit être exclue, 0,93. Avant d'en venir à la discussion contemporaine dont ces mesures ont fait l'objet, je vous dis un mot de comment les choses ont été reçues à l'époque. En bref, très bien. Très bien, parce que la conclusion qui est formulée le 6 novembre 1919, c'est que les mesures corroborent la théorie d'Einstein contre celle de Newton. Il faut donc s'engager dans la voie de la théorie de la relativité générale. C'est ainsi que tout commence. C'est ainsi que, du jour au lendemain, Einstein va acquérir une célébrité définitive. Je reviendrai sur la discussion des mesures dans un dernier moment. Mais Einstein lui-même, nous sommes ici le 27 septembre 1919, aussitôt qu'il a eu vent des premiers succès écrits à sa mère aussi. Sa mère qui est mourante. Elle meurt moins de 6 mois plus tard. Elle vit chez lui. Einstein est en déplacement à ce moment-là. Il l'a accueillie chez lui à Berlin. Elle va mourir chez lui en février 1920. Et là, Einstein lui écrit. Pourquoi? Pour lui annoncer, aujourd'hui, une heureuse nouvelle. Lorentz m'a télégraphié que les expéditions anglaises ont vraiment prouvé la déviation de la lumière sur le Soleil. Je ne sais pas ce que Madame Einstein en avait à faire. Mais manifestement, pour notre physicien, c'était absolument essentiel. Et on le comprend. C'est la première prétextion à proprement parler
qui est vérifié dans la mesure du possible. Je parlais de célébrité qui va se concrétiser dans le Times, le plus célèbre quotidien anglais. Le lendemain de l'événement, nous sommes le 7 novembre 1919, c'est la première occurrence du nom d'Einstein dans les colonnes du Times, et ensuite il ne va pas quitter, je dirais, le devant de la scène pendant les 30 années qui suivent. Mais vous voyez comment d'ailleurs est titré ce premier article, celui qui se trouve à gauche, Révolution en sciences, une nouvelle théorie de l'univers, les idées de Newton surpassées. Les titres des journaux, là encore, rien ne se perd, on cherche à faire du sensationnel. On est dans un vocabulaire révolutionnaire. Celui auquel on pourrait penser, là c'est mon âme de philosophe des sciences qui parle évidemment, c'est à Kuhn et à sa fameuse théorie des révolutions scientifiques. Il se trouve que, si là encore ça vous intéresse, je pourrais préciser, mais ce qui s'est produit en 1919 et dans les années qui suivent s'adapte très bien aux idées kuhniennes qui paraissent bien plus tard. L'ouvrage de Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, sans doute le plus important livre de philosophie des sciences à ce jour, date de 1962, donc bien plus tard. Et puis à la fin de ce même mois de novembre 1919, c'est Einstein lui-même, remarquez bien, qui est invité à écrire un article. Un petit article en anglais pour donner un aperçu vulgarisé de sa théorie de la relativité générale. Première fois qu'Einstein écrit dans un journal anglais. Avec 2-3 jours d'intervalle, vous retrouvez pratiquement les mêmes articles dans l'équivalent américain, le New York Times. C'est le moment de la célébrité et la célébrité définitive. Pendant les années qui suivent, il était assez classique lorsqu'on croisait Eddington de dire voilà celui qui a rendu Einstein célèbre. Ça faisait partie des petites phrases comme ça qu'on échangeait dans les colloques. Il n'en demeure pas moins que ce succès qui fut éclatant en 1919 a fini par être rediscuté, et c'est le dernier point que je voudrais vous présenter, pour en tirer d'ailleurs une petite leçon sur la manière de faire l'histoire des sciences. Nous sommes en 1980. Alors pourquoi 1980 ? Parce qu'en 1979, il y a eu pas mal de célébrations autour du centenaire de la naissance d'Einstein. 1879-1955, Einstein. 1979, au centenaire, on a fait des commémorations, des colloques, etc. Ça a donné un élan nouveau, notamment pour les investigations sur l'histoire des théories d'Einstein. Et c'est ainsi qu'en 1980, vous voyez le temps qu'on écrive les articles, qu'ils soient publiés, etc. En 1980, John Herman et Clark Glamour, deux collègues américains, publient un article qui relate le déroulé de ces expéditions de 1919 et qui commente la manière dont elles ont été reçues. Alors aujourd'hui, depuis 40 ans que ces études ont repris, les études einsteiniennes pourrait-on dire, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées sur ces expéditions de 1919. Par exemple sur le rôle de la presse, sur le rôle des institutions, sur l'impact de tel ou tel personnage, etc. Il y a énormément de littérature sur ce sujet-là. Cet article, il est décisif parce qu'il est le premier qui va vraiment être consacré à ce thème en profondeur, le premier d'une lignée. Et c'est cette lignée qui va nous intéresser. Et voilà la lignée que je vous propose. Vous voyez, un article spécialisé, d'abord, 1980, et 3 ouvrages dont peut-être vous connaissez certains, à tout le moins le plus célèbre c'est celui de Collins et Pinch, Le Golem, ou en français tout ce que vous devriez savoir sur la science. Vous voyez qu'on est dans la collection Science de Point Seuil, donc collection qui publie aussi des livres de scientifiques, vous trouvez des ouvrages de Schrödinger par exemple, dans cette collection. Ça c'est un livre de vulgarisation. Et nous avons affaire à ce que j'appellerais une lignée. Alors on pourra distinguer, ici nous sommes dans de la littérature secondaire. Alors, la littérature primaire, ce sont les textes d'Einstein lui-même, les textes d'Eddington, etc., les textes des protagonistes. Ici, nous avons affaire à des ouvrages qui parlent de ces personnages-là. Mais autant l'article de départ est bien l'article spécialisé, vous en avez pour 40 pages, autant dans les 3 autres, nous sommes dans des ouvrages plus grand public. C'est une lignée. Je veux dire que l'ouvrage de 1993, Le Golem, c'est son titre original, le livre de Collins et Pinch, consacre un chapitre aux expéditions de 1919 et utilise pour source principale l'article de 1980. Le livre de Waller, qui n'est pas traduit en français, celui-là, c'est le même principe.
différents chapitres sur différents événements de l'histoire des sciences. Il fait évidemment une partie sur l'éclipse de 1919, sauf que sa source à lui, c'est le livre de Collins et Pinch de 1993. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on va ensuite pouvoir repérer comment le même événement est exposé dans ces différents ouvrages, puisque on est à une distance de plus en plus élevée de la source. D'ailleurs, on pourrait interroger les sources d'Hermann et Gleimour eux-mêmes. Et puis enfin, un ouvrage français, un ouvrage dirigé par un collègue qui s'appelle Thomas Lepelletier, Histoire et philosophie des sciences, de petits chapitres sur des points philosophiques, certes, mais aussi historiques, et ça ne manque pas, l'éclipse de 1919 est abordée, et sa source principale, je vous le donne en mille, c'est le livre de 2002, le livre de John Waller. C'est ce que j'appellerais une lignée. On a un effet domino, comme ça, chaque ouvrage se réfère au précédent. Comment est-ce que ces ouvrages présentent la chose? Un mot, puisque c'est le plus intéressant, sur l'article de 1980. L'objet de cet article, notamment, c'est de critiquer l'évaluation qualitative qui avait été faite des mesures. De critiquer ce podium des 3 valeurs obtenues en 1919, on se souvient, hein, sur le haut du podium, 1,98, puis 1,60 et enfin 0,93. Comme par hasard, la valeur plus newtonienne que les autres, celle-là même qui est disqualifiée. La thèse qui est défendue dans cet article, c'est que, à vrai dire, ces 3 valeurs sont de qualité ou de poids égal. Alors, Hermann et Gleimour reprennent les arguments invoqués sur les variations de température, sur l'humidité, sur la déformation des miroirs, etc. Les arguments évoqués dans l'article initial, et discutent ces arguments en disant pourquoi ils les trouvent pas pertinents, etc. Pour conclure sur une équivalence des 3 mesures. À leur avis, il aurait fallu conclure qu'il y a une déviation, mais pas davantage. Puisque, c'est leur opinion en 1980, Dyson, qui dirige le processus, si l'on peut dire, puisque c'est lui l'astronome royal, et Eddington, bien sûr, qui le soutient autant qu'il peut, l'un et l'autre ont poussé dans la direction einsteinienne en raison de leurs présupposés. C'est pas exactement ce qui est indiqué, parce que les mots sont finement choisis, mais c'est une manière que l'on pourrait avoir de lire cet article. Voilà ce qui est indiqué. Ces séries de mesures semblent de poids égal et il est difficile de voir des raisons déterminantes pour éliminer une série mais pas une autre. Sous-entendu, ils ont un petit peu exagéré. Voilà ce qu'il en est. Alors, il se trouve, et c'est intéressant, que si l'on replonge dans les archives, il y a une correspondance qui existe entre les 2 protagonistes qui ont fait ces évaluations. Et cette correspondance a été intéressante pour comprendre le rôle de chacun. Et en particulier, on repère que dans un premier brouillon de l'article final, Frank Dyson, qui s'occupait de l'analyse des mesures brésiliennes, donc 2 valeurs sur 3 en fait, on repère qu'il avait proposé, de classer les 3 valeurs, certes, mais aussi de prendre les 2 valeurs jugées fiables et de les moyenner. Ça a un intérêt très important, puisqu'on en a une qui est un peu au-dessus de la valeur einsteinienne, 1,98, l'autre qui est un peu en dessous. On arrive à une moyenne de 1,79, c'est très bon par rapport à la valeur attendue. Justement, la correspondance nous indique, d'une part, que ce processus-là, c'est une initiative de Dyson de faire cela. D'autre part, que les analyses ont été, on va dire, hermétiquement faites, Eddington s'occupant de celle de l'île du Prince et obtenant le 1,60, le collègue s'occupant des 2 valeurs du Brésil et obtenant le 0,93 et le 1,98, éléments intéressants aussi. Chacun n'a pas fait l'analyse de l'autre, chacun a fait ses relevés, ses calculs, etc. Et puis qui nous apprend enfin que c'est Eddington qui a refusé que cette moyenne soit faite. Et l'argument est intéressant, on obtiendrait un résultat qui franchement est un peu exagéré par rapport à la fiabilité des mesures qu'on a faites. Ce serait trop beau pour être vrai, pour ainsi dire. Voilà la lettre exacte. Hein. Donc il écrit, nous sommes en octobre 1919, vous voyez qu'on est en train de préparer les derniers détails. L'article semble à présent complet et satisfaisant, les seuls points que je vous suggère sont, voilà le premier. Je n'apprécie pas la combinaison des résultats du télescope astrographique avec ceux de Sobral en particulier, parce qu'on obtient une moyenne si proche de la vérité.
Et effectivement, dans la prise de parole de novembre 1919 et dans les articles qui suivent, cette valeur moyenne de 1,79 n'a jamais été publiée telle quelle. Ils ont, donc, sous l'influence d'Eddington, on le voit, publié toujours des valeurs distinctes. C'est un peu moins impressionnant, mais enfin, ça fait partie de cette forme de probité aussi que les astronomes voulaient manifester. Ces lettres, Hermann et Glymour ne les ont pas vues, celles que je viens de vous montrer. Et dans leur article, ils font, faute d'avoir été chercher ces lettres, une analyse, vous voyez, qui ne tient pas compte en fait de ces éléments. En particulier, ils indiquent que c'est l'œuvre d'Eddington d'avoir fait le traitement au Brésil aussi, que c'est lui qui a disqualifié la valeur de 0,93, etc. Donc tout ça, ça commence timidement à fausser un peu l'interprétation que l'on peut faire de l'attitude de chacun. Parce que le personnage incriminé, justement, ça va être Eddington. Hermann et Glymour lui donnent la première place dans leur article, faute d'avoir vu cette correspondance qui manifeste bien le rôle de chacun. Et, qu'on vient de le voir par l'exemple que je viens de vous montrer, cette prudence d'Eddington lui-même vis-à-vis des résultats. Les ouvrages que j'évoquais comme figurant une lignée vont s'engouffrer dans cette brèche. Et voilà la manière dont Collins et Pinch lisent le même événement. Les observations d'Eddington étaient très inexactes, et certaines étaient contradictoires. Quand il a choisi lesquelles garder et lesquelles écarter, Eddington avait en tête la prédiction d'Einstein. Alors vous voyez que du point de vue du récit, l'historien que je suis, il remarque qu'on n'est plus exactement dans ce qui s'est passé. D'une part, parce que les mesures contradictoires n'étaient pas exclusivement celles d'Eddington. D'autre part, parce que ce n'est pas lui qui a choisi d'écarter le 0,93. A fortiori, il a choisi de conserver cette disparité en 60 à 1,98. Mais c'est lui qui devient, comme il était le premier convaincu par la théorie d'Einstein en Angleterre, vous voyez, il devient celui qui va pousser pour que cette théorie, coûte que coûte, soit confirmée, en allant jouer avec les limites de l'honnêteté intellectuelle. Et la chose va se renforcer dans la suite de notre parcours. Waller, lui, voilà ce qu'il écrit. Eddington savait précisément ce qu'il voulait. Et il sélectionna ou rejeta les résultats en suivant strictement ce seul principe, selon qu'il soutenait ou non la théorie d'Einstein. Vous voyez qu'on franchit encore un pas supplémentaire. Mais, importance pour prendre conscience aussi du rôle des ouvrages de vulgarisation en scientifique. Parce que personne ne va lire les lettres dans les archives d'Eddington, personne ne va lire l'article spécialisé d'Hermann et Glymour. Le grand public se façonne une idée, l'idée reçue, elle se constitue comme ça, par ce type d'ouvrage. Et enfin, 2013, dernière étape, Eddington, déjà convaincu par la théorie de la relativité générale, ajusta ses résultats pour qu'ils correspondent aux prédictions d'Einstein. Vous voyez à quel point le curseur est positionné de plus en plus loin, en fait. Et c'est fascinant, d'ailleurs, de voir que ces ouvrages font référence les uns aux autres d'une manière qui caricature de plus en plus le rôle du protagoniste principal. Ce type de... Vous voyez, on distingue habituellement littérature secondaire, littérature primaire. Ce type d'ouvrage, j'aurais tendance à appeler ça de la littérature tertiaire, dans la mesure où leur source, c'est de la littérature secondaire. Et effectivement, la source, il suffit de regarder les notes de bas de page, la source et la bibliographie qui est indiquée. La source de cet ouvrage de 2013, c'est le livre de Waller, qui prend lui-même le livre de Pinch, qui prend lui-même l'article de 1980. C'est fascinant. Il se trouve qu'un collègue aux États-Unis a fait le travail inverse. Et je terminerai par là. Il s'appelle Daniel Kenefick et il a publié 2 articles, 2009 et 2012. Lui est allé retrouver les archives, celles dont je vous ai montré des extraits. Il a relu l'article de 1980 et point par point, il discute les choses qui sont travaillées dans cet article et il remet les choses en place, si l'on peut dire, en tranchant plutôt, tout à fait en faveur de l'intégrité des protagonistes de l'époque. Ces articles, vous allez dire, ils ne sont pas des articles de vulgarisation non plus, donc ils ont eu aussi peu d'impact malheureusement, mais ils ont le mérite d'aller voir à la source. Comme du reste, et je terminerai par là, son ouvrage, qui a été publié en 2019 pour le centenaire de l'éclipse, et qui consacre presque 300 pages à raconter toute cette histoire dans le détail. C'est un ouvrage qui existe qu'en anglais, mais que je ne peux que vous conseiller, il n'y a pas d'équivalent.
à ce jour en français. La leçon de tout cela, c'est sans doute que l'histoire des sciences est passionnante, à mon avis, qu'elle est complexe, qu'elle est multifactorielle, et que quoi qu'il arrive, il vaut toujours mieux lire les auteurs eux-mêmes que ceux qui en parlent. Merci beaucoup. Si je comprends bien, on est dans les temps. Oui. Et donc, nous avons la possibilité pour répondre aux questions. Donc, je vous en prie, veuillez juste à parler assez fort pour que tout le monde puisse profiter de vos questions. Je vous en prie. À l'image des rayons qui ont été déviés et mesurés, est-ce que sur la gravitation, on a un jeu? Est-ce qu'on peut prouver la gravitation selon l'échéance? Je saisis pas bien votre question, au sens où l'idée de base de la théorie de la relativité générale, c'est qu'il n'y a pas de force de gravitation. Et c'est ça le grand bouleversement par rapport à la théorie newtonienne. La gravitation n'est pas une force, ça c'est l'hypothèse fondamentale d'Einstein, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Cet espace-temps, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne le perçoit pas en tant que tel. L'idée, celle d'Einstein, c'est bien sûr de partir de ces postulats qui sont strictement théoriques et d'en déduire des incidences concrètes, autant qu'on puisse appeler ça concret, puisque la déviation des rayons lumineux, elle ne se voit pas non plus à l'œil nu. Tout ça, c'est affaire d'observation, suivi d'interprétation, de mesures, de calculs. Donc ici, vous voyez que d'ailleurs théorie et expérience sont entremêlées. Pas facilement séparer théorie et expérience, ça marche jamais ça d'ailleurs. Donc, est-ce qu'une théorie scientifique est peut-être prouvée? Einstein lui-même a écrit que non. Et il a bien raison. Si vous voulez lire un exposé de tout cela par Einstein lui-même, il a rédigé plusieurs ouvrages, on pourrait dire d'une forme de vulgarisation. Le plus intéressant à ce sujet, c'est sans doute le livre qu'il a coécrit en 1938, si ma mémoire est bonne, avec Infeld, qui s'appelle « L'évolution des idées en physique ». Il parle de ça, entre autres. Et vous y trouvez des affirmations de nature philosophique extrêmement lucides, que l'on pourrait rapprocher d'un philosophe qui s'appelle Karl Popper. Cette idée selon laquelle toute théorie scientifique n'est qu'une hypothèse corroborée en attente d'être supplantée par une théorie meilleure. C'est presque mot pour mot la phrase d'Einstein. Est-ce que ça répond à votre question dans une certaine mesure? Non. Alors je vous en prie. Je vous en prie de vous en prie. Non. Est-ce qu'on a prouvé la théorie de la gravitation selon... Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments de preuve? C'est ça votre question? Voilà. Puisque voilà, on peut. Ok. Donc oui, à l'époque, pas tout de suite, mais dans les années qui suivent, au cours des années 20, il va y avoir un troisième pilier expérimental pour corroborer, je préfère ce mot à prouver, pour corroborer la théorie d'Einstein. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge du spectre lumineux qui vient des étoiles, puisque certes les étoiles, enfin les galaxies en l'occurrence, du fait de leur mouvement, leur spectre est décalé vers le rouge en raison d'un effet Doppler, mais aussi d'un effet gravitationnel. Et ça va être mesuré à la fin des années 1920, de manière définitive. C'est ce qu'on a appelé le troisième test de la théorie de la relativité générale. Test qu'Einstein avait prévu aussi, et qui s'est vérifié. Et c'est de cette manière-là que l'on peut estimer que c'est seulement au milieu des années 20 que la théorie de la relativité générale a fait sa révolution scientifique, pour parler comme Kuhn, c'est-à-dire est devenue un paradigme en physique. Pas tout de suite, même pas encore tout à fait en 1919. Les choses, elles sont progressives. Le consensus définitif, il s'établit vers 1925, à mon avis 1928. Mais ensuite, pendant à peu près 30 ans, on n'a pas fait beaucoup plus de recherches en théorie de la relativité générale. Parce qu'il n'y avait pas de nouvelles expériences qui avaient été proposées. Donc on était dans une phase plutôt de stagnation, pour ce qui concerne la relativité générale elle-même. C'est seulement à partir des années 1960, à la faveur du regain autour des théories du début de l'univers, style Big Bang et autres, qu'on va se replonger dans les questions cosmologiques et relativistes, et que l'on va aussi mettre en place d'autres tests, notamment à partir de 1960, je le disais, d'autres tests
en premier, on va reprendre en laboratoire l'équivalent du décalage vers le rouge gravitationnel que l'on va réaliser en laboratoire. Donc ça commence dans les années 60. Il y a un collègue américain qui a écrit un livre entier sur les différents tests de la relativité générale. Donc il en existe quelques-uns. On en avait à l'époque, je termine par là, cherché un autre, parce que 3 c'est pas mal, mais c'est pas beaucoup quand même. Hein. On s'était demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer, par exemple, le décalage vers le rouge ou la déviation autour de la planète Mars ou de Jupiter. Mars parce qu'elle est plus proche, Jupiter parce qu'elle est plus grosse. Et dans aucun des cas, ça n'a été réalisé. Là, ça répond peut-être plus précisément à votre question. À ce jour, la théorie de la relativité générale a été prise en défaut par aucune expérience. Donc elle reste, faute de mieux, la théorie en vigueur pour parler de l'infiniment grand, en complément de la théorie de la mécanique quantique pour parler de l'infiniment petit, si je schématise. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres scientifiques qui ont pu analyser des plaques photographiques, donc des scientifiques qui sont indépendants des observateurs manipulateurs? Dans ce cas précis? Oui. Ou plus généralement? Non, dans le cas précis des observations faites à Principe. Alors, oui, mais pour certaines plaques seulement. Je disais que les plaques ont été perdues. Ces plaques, elles ont été perdues pour ce qui concerne les plaques de l'île du Prince, mais les plaques brésiliennes, elles ont été retrouvées. Elles ont été retrouvées une première fois à la fin des années 70, justement quand on a commencé à s'intéresser à nouveau à cela, et elles ont fait l'objet de nouvelles mesures en 2018-19, au moment de l'approche du centenaire, et des collègues ont publié un article en 2020 là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, donc ils ont employé de nouvelles techniques pour mesurer les plaques, donc les mêmes photographies, hein, et de nouvelles des techniques plus pointues aussi, évidemment, de l'informatique, pour faire les calculs. Et il se trouve que donc ils ont 2 séries de mesures. Ça avait donné lieu au 1,98 et au 0,93 à l'époque. Et ils trouvent 1,95 et 1,60. Le 0,93, ils le trouvent plus élevé. Donc ça, ce sont des mesures qui datent d'il y a 3-4 ans. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner la référence de l'article. Mais les mesures africaines, elles n'ont pas pu être refaites puisque les plaques n'existent plus. Si je peux apporter un élément de complément, à l'époque, la réaction du grand public, c'est une réaction, on pourrait dire, d'emballement. Hein. Un mois après, Eddington lui-même donne une conférence à Cambridge sur la relativité générale. Il y a plusieurs centaines de personnes qui assistent à la conférence. Ils lui ont trouvé la plus grande salle de l'université. Et tout le monde ne va pas pouvoir rentrer dans la salle. Donc il y a un engouement du grand public, des étudiants, qui est extraordinaire. Mais il faut bien entendre que du côté de la communauté scientifique, en particulier aux États-Unis, l'enthousiasme il est plus mitigé. Justement parce que les valeurs ne sont pas absolument déterminantes. Alors vous trouvez des collègues américains, à l'époque, qui vont se montrer un peu plus réservés, et qui vont attendre 1923, la prochaine éclipse totale observable, pour refaire les mesures. Il s'appelle William Campbell, celui qui a mené ces expéditions, pour faire ces nouvelles mesures, et les Américains ont trouvé des mesures, là, pour le coup, tout à fait déterminantes, en faveur d'Einstein, si bien que Campbell, qui était sceptique en 1919, s'est rangé à la théorie de la relativité générale ensuite, et 1923, c'est l'année de basculement de la communauté astronomique aux États-Unis pour cette raison-là. Oui. Pourquoi les Anglais voulaient se débarrasser de Newton? Ils ne voulaient pas du tout se débarrasser de Newton. Il faut entendre qu'à l'époque, il y a une forme d'insatisfaction à l'égard de la théorie gravitationnelle de Newton. Donc il y a une forme de terrain. On attend quelque chose d'autre. En 1913, par exemple, 1915 aussi, on trouve des articles qui font un peu l'état des lieux de la théorie gravitationnelle, notamment en lien avec la théorie de la relativité restreinte, et qui montrent leur insatisfaction et ce caractère, on pourrait dire, non définitif de la théorie gravitationnelle. D'une part, je le disais, en raison de cette incompatibilité avec la théorie de la relativité restreinte. En théorie de Newton, la gravitation, elle est censée se propager instantanément. On ne tient pas compte de la durée de propagation, ce qui n'est pas compatible avec la théorie de la relativité d'Einstein, pour qui la lumière constitue cette vitesse limite de propagation de toute chose. Il y a cette idée aussi, un peu liée, d'une vitesse limite, je le disais, et ça, c'est pas compatible avec la théorie newtonienne. Donc il y a cette idée d'une insatisfaction. Il y a l'idée du périhélie et du mercure qui subsiste aussi. Donc c'est pas déterminant, mais chez certains, comme Eddington par exemple, vous trouvez, au début de 1915, donc sans aucun rapport avec Einstein, un article qu'il rédige,
qui s'appelle « La gravitation peut-elle être expliquée ?» et qui dit « Espérons que bientôt on trouve une nouvelle théorie ». Donc il y a une attente qui est déjà là. Mais on ne veut pas du tout se débarrasser de Newton au sens strict, et puis du reste, la théorie newtonienne, elle est bien pratique à l'échelle qui nous concerne, du point de vue calculatoire. Mais il n'empêche qu'il y a aussi un effet d'annonce très fort. Eddington suit aussi une forme de stratégie un peu géopolitique, dans la mesure où lui est tout à fait partisan d'une coopération internationale. Et en novembre 1919, les savants allemands ne sont pas accueillis dans les instances internationales. Par exemple, se fonde au sortir de la Première Guerre mondiale ce qu'on appelle l'Union astronomique internationale, dont on entend parler parfois. C'est celle-là même qui a déclassé Pluton, celle-là même qui a rebaptisé la loi de Hubble-Lemaitre. Enfin, c'est une organisation scientifique qui existe toujours, qui rassemble plusieurs milliers d'astronomes de par le monde, et qui a été fondée pour la coopération des différents observatoires au sortir de la Première Guerre mondiale. Les astronomes allemands étaient au départ exclus de cette organisation. Et Eddington, par ce moyen, mais aussi d'autres, va œuvrer pour une forme de réconciliation de la communauté scientifique. Et pour lui, il y a aussi cette dimension claire. Et Einstein l'a bien vu aussi, dans des lettres qu'il écrit à cette époque, donc dans ces mois-là, novembre, décembre 1919, il a cette conviction qu'il est bon, même du point de vue, je dirais, de l'image, du symbole, que ce soit des collègues anglais qui aient pris en charge sa théorie. Donc c'est très intéressant sur les liens science et politique, pareil. Oui, je vous en prie. Au choix, vous êtes interchangeable. Je me demandais, je vais poser la question avec, vous avez quelle référence à la notion de Thomas Kuhn? Oui. C'est de révolution scientifique. Oui. En fait, je me pose la question de comment la relativité générale c'est vraiment une révolution. Je me demande si Einstein y a bien une conséquence et le problème de paradigme de la cosmologie de ce temps. Donc votre question c'est est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture? Si vous pouvez traiter. Est-ce que ça vous va? Si je reformule comme ça? Donc, lorsqu'Einstein expose les choses, c'est plutôt dans une visée de la continuité. Par exemple, en 1916, il écrit un livre qui est publié chez Payot en France, qui s'appelle La relativité. Ça reprend ses articles, il y a un côté un peu vulgarisé. Il dit qu'il s'inscrit dans la lignée de Newton, etc. Par certains côtés, c'est vrai. Mais là où il faut bien avoir conscience, d'un regard extérieur, chez Eddington par exemple, mais pas que, la théorie de la relativité générale, elle est reçue de manière révolutionnaire. Je veux dire, même avant 1919, dans le premier texte que j'évoquais un peu plus tôt dans mon intervention, le premier texte, ça s'appelle le rapport sur la théorie de la gravitation, le premier texte qu'Eddington publie en son nom propre, il y a un paragraphe qui le titre « La révolution d'Einstein ». Donc cette idée de révolution, elle ne vient pas de Kuhn. Kuhn théorise la manière dont les révolutions se font, à son avis. Mais le thème de la révolution, il n'apparaît pas avec Kuhn. Les collègues d'Einstein ont une vision que l'on appellerait en philosophie discontinuiste. Et en France, vous avez un philosophe comme Bachelard qui va défendre cette thèse-là. Moi, je penche pour cette option-là. Et à mon avis, on a raison. Pour une raison simple, c'est que ce qui importe, c'est pas la continuité, on pourrait dire, calculatoire. Ah oui, si on fait une approximation, on fait la gravitation qui devient nulle, on fait la vitesse de la lumière qui tend vers zéro, et on retrouve les prédicts Newton à partir d'Einstein, l'un cas particulier de l'autre. Certes, mais ça n'a aucun rapport, en fait. Ce qui compte, c'est que les postulats fondamentaux de la théorie d'Einstein, ils n'ont aucun rapport avec la théorie newtonienne. Aucun rapport. Ce qui compte, c'est que les éléments fondamentaux du vocabulaire chez Newton, comme la force, en particulier la force de gravitation, disparaissent chez Einstein. Et que là où on voyait une attraction à distance réciproque, enfin, faut quand même imaginer, c'est bizarre, hein, la force de... On a une forme d'habituation par rapport à la théorie newtonienne. Mais en fait, c'est quand même étrange. Qu'est-ce que ça signifie qu'il y ait une force à distance, sans support? Parce qu'il y a deux choses. À distance et dans le vide. Hein. Quel sens ça? À l'époque même de Newton, ça a posé question. Est-ce que c'était légitime d'imaginer quelque chose d'aussi ésotérique? Pour Einstein, ça n'a plus lieu d'être.
comme dirait Kuhn, la manière dont il voit le néon est radicalement différente. Lorsqu'on regarde le monde avec les yeux einsteiniens, on voit un espace-temps courbé à 4 dimensions. Donc, les éléments conceptuels fondamentaux sont très différents. Outre la technicité, bien sûr. Mais c'est ce bouleversement, dès la base, qui permet de parler d'une véritable révolution au sens kuhnien du terme. De même que la mécanique quantique constitue aussi une révolution au sens kuhnien. Ce qui compte, c'est pas les prédictions qui sont en continuité. Ce qui compte, c'est les éléments, c'est l'alphabet fondamental. Et là, on est dans un univers qui n'a aucun rapport. Ça répond à votre question? Trop bien. Moi, te poser une question plutôt. Il dit à Editor, parce que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas pour accès aux documents, et pourtant il y a pu apprendre théâtrie 2 ans pour la photographie. Est-ce que vous pouvez... Oui. Donc, comment ce processus d'apprentissage? En première étape, il a travaillé à fond l'article de synthèse, c'est 50 pages à peu près, hein, l'article de synthèse d'Einstein qui paraît en mai 1907. Sans doute, les articles de novembre, il ne les voit pas. D'ailleurs, il les donne jamais en bibliographie de ses propres textes. C'est l'article synthétique, oui, qui récapitule, on pourrait dire. Donc, c'est un article hautement spécialisé, hein, l'article de mai 1916, qui s'appelle Les fondements d'une théorie de la relativité généralisée. Donc, cet article lui fournit la base. Ça, c'est la première élève. Et c'est presque le seul, en fait. C'est pour ça qu'il va mettre beaucoup de temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'existe pas de cours, pas de manuel scolaire. Il est tout seul. Et puis, il peut pas voyager facilement. La seule personne qu'il a comme ressource, c'est Wilhelm de Sitter que j'ai présenté au début, avec qui il va correspondre. Et c'est quand même le deuxième canal, puisque de Sitter publie, peut-être vous avez vu dans ce que j'ai présenté, il y avait écrit First Paper. En fait, de Sitter, il publie 3 papiers en anglais. Et ça, c'est une deuxième source pour Eddington, qui reprennent le contenu de la théorie d'Einstein, donc il n'y a rien de plus, mais dit d'une manière un peu différente. Donc, si vous avez, c'est comme aujourd'hui, vous voulez comprendre un truc, vous lisez peut-être 2 livres différents, et là où il y a un point coincé, vous arrivez à comprendre avec le deuxième. Donc il y a quelque chose de ça. De Sitter, c'est sa deuxième source. Et on pourrait dire que c'est même la source essentielle, parce qu'Einstein, il ne le rencontre pour la première fois qu'en 1921. De Sitter, il échange avec lui, ils correspondent, et quand il va rédiger son premier texte en 1918, il lui fait corriger les épreuves pour vérifier qu'il n'a pas fait d'erreur, etc. Donc, Eddington va mettre presque 2 ans pour maîtriser la théorie de la relativité générale, mais ensuite, il va œuvrer pour faciliter les choses pour les autres. Et c'est ainsi qu'il est le premier à écrire un manuel scolaire. Kuhn, d'ailleurs, ne dit-il pas qu'au début d'une révolution scientifique, on réécrit les manuels scolaires. Eddington va rédiger les 2 premiers manuels scolaires pour transmettre la théorie de la relativité générale. Il est le premier en Angleterre qui va donner des cours sur le sujet. Et son premier cours, il est en janvier 1920. Vous voyez, il va surfer sur l'enthousiasme des résultats de novembre 1919. Un premier cours, c'est une série de 12 séances. Hein. Un cours, on pourrait dire, introductif, qui va donner un manuel d'introduction, sans pratiquement aucun calcul. L'enjeu pour Eddington, c'est de sensibiliser les étudiants et les collègues au bouleversement conceptuel, justement. Et dans un second temps, il donne un cours avancé, un cours mathématique, si l'on peut dire, avec les dérivées partielles, les équations de la relativité générale, et il publie en 1923 un manuel qui va rester pendant 20 ans le manuel de référence en Angleterre. Ça s'appelle la théorie mathématique de la relativité. C'est avec ce manuel scolaire, par exemple, que des gens comme Dirac ont appris la relativité générale, parce que Dirac a été l'élève d'Eddington en Angleterre. Et c'est à son contact qu'il a appris la relativité générale. Pour donner un exemple. Donc, voilà. Oui. C'est peut-être, la réponse est peut-être un peu longue, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement ce qui a obsédé Einstein après ces 2 découvertes magnifiques, puisqu'il a continué à travailler toute sa vie, et qu'est-ce qui lui posait problème finalement? Alors, à court terme, oui, bien sûr. J'ai bien compris que vous voulez pas que j'y fasse la nuit. À court terme et à long terme. À court terme, la première chose sur laquelle Einstein va travailler, c'est les implications cosmologiques. Puisque c'est en 1915, relativité générale, c'est en 1917
février 1917, qu'Einstein publie l'article qui est considéré comme l'acte de naissance de la cosmologie contemporaine. L'article dans lequel il propose un modèle d'univers qui soit sphérique au sens mathématique du terme, c'est-à-dire si on va à une extrémité, on revient à l'autre, sans bord, cela dit, hein, mais donc un modèle global de l'univers. Celui-là même qui va être contesté par De Sitter, qui va proposer un modèle alternatif. Donc, direction cosmologique. Mais l'obsession d'Einstein dans les 30 années qui viennent, surtout justement à partir du milieu des années 20, c'est les problématiques autour de la mécanique quantique. Einstein lui-même a dit complétude de la mécanique quantique, c'est-à-dire tout ce rapport à la probabilité, à la relation. Est-ce que le monde est véritablement probabiliste ou est-ce que c'est seulement la théorie qui l'est? On en parle régulièrement avec les expériences d'un aspect, toutes ces choses-là. Donc toutes ces questions, je me demande même s'il n'est pas venu une fois ici, il y a très longtemps. Je me demande si moi je l'ai pas vu il y a 15 ans ici. Et donc de fait, Einstein est comment on peut dire? La science, elle est affaire de communauté. Et comme presque toute la communauté va faire consensus autour d'une interprétation qui n'est pas celle d'Einstein, eh ben, c'est plus lui qui va passer au premier plan. Donc, ça, c'est peut-être la meilleure réponse. C'est le groupe qui va se centrer sur ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, par exemple, de la relativité, de la mécanique quantique. Peut-être qu'Einstein aurait pu revenir au premier plan si ses efforts, qui ont été ceux de la fin de sa vie, pour une théorie unitaire, pour une théorie unique, avaient porté leurs fruits, mais cette théorie, on la cherche toujours. Mais c'est à la mode. Einstein, dès 1920-21, va chercher cette théorie. Eddington va chercher telle théorie, etc. Mais aucun ne va aboutir. Oui, je vous donne. Est-ce que vous pourriez préciser la différence qui est posée le modèle univers d'Einstein et en termes d'expansion Oui. Et celui de Sitter? Okay. Alors, donc deux modèles cosmologiques en concurrence, on pourrait dire à 1930. Donc 1917-1930. Une grosse décennie de concurrence entre ces deux modèles. D'abord, ces deux modèles, ils sont pas en expansion. Ils sont tellement pas en expansion qu'on les appelle même pas statiques. Je veux dire, le caractère évolutif de l'univers, Bachelard, que j'ai nommé tout à l'heure, aurait appelé ça un obstacle épistémologique. C'est impensable. Si bien que le mot statique, il n'apparaît même pas dans les articles. C'est évident que le rayon total de l'univers est une constante. Il ne peut pas en être autrement, en fait. On ne se demande même pas si c'est possible qu'il en soit autrement. Einstein propose un modèle avec une courbure que l'on appellerait positive, c'est-à-dire en forme de, par analogie, une forme de boule. Là où De Sitter propose un modèle avec une courbure négative qui ressemble plutôt on visualiserait avec une selle de cheval. Donc plutôt une courbure dans l'autre sens. Ça, c'est une première différence. Question de la courbure de l'univers, le signe. Deuxième différence, le modèle d'Einstein, il est plein. C'est-à-dire, Einstein fait une approximation. C'est le b.a.-ba de la modélisation physique. On fait des approximations. Eddington, c'est d'ailleurs très intéressant, est un obsédé de cette question. Pour lui, le bon physicien, donc il a des pages philosophiques. Hein. Mon premier d'étude, en fait, ma thèse, c'était sur l'aspect philosophique de la pensée d'Eddington. Il a des pages intéressantes sur le sens physique. Pour Eddington, le bon physicien, c'est pas celui qui fait bien des mathématiques, c'est celui qui a un bon sens physique. Et le sens physique, ce qu'on essaie d'apprendre aux étudiants, le sens physique, et c'est ce qu'Eddington fait lorsqu'il rédige d'abord un manuel, vous voyez, sans mathématiques, donner du sens physique, c'est très très intéressant, parce que pour lui, le sens physique, ça consiste dans cette clairvoyance, dans les facteurs qu'il faut prendre en compte dans le modèle et les facteurs qu'on peut laisser tomber dans le modèle en première approximation. Et il y a un jeu d'essais et erreurs là-dessus. Et donc, en première approximation, Einstein imagine un univers homogène, avec une densité de matière non nulle. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans l'idée de matière concentrée dans des galaxies, mais, vous voyez, approximation simple, un univers homogène. Là où De Sitter imagine un univers vide, avec une densité nulle. Et ça, c'est un premier lieu de discussion. Est-ce que cette approximation, elle est légitime? Est-ce que c'est pas trop exagéré, trop simplifié, que de prendre ρ égale 0, c'est-à-dire la densité de matière dans les notations de l'époque. Donc, en fait, ces deux modèles, ils sont pas vraiment départageables, parce que la discussion, elle sera tranchée véritablement qu'à partir de 1930, quand on va commencer de discuter les questions d'expansion de l'univers. Je pourrais dire davantage si ça intéresse, mais voilà pour le moment.
Oui. Les mails du remplaçant d'Emmanuel Solaire. Alors, on a quand on a écrit Emmanuel, parce que la de Newton est encore assez largement renforcée. Bien sûr. Est-ce que c'est une impression de tweet et est-ce que c'est aussi une amélioration par rapport à Non, pas spécialement. Alors certes, la théorie de Newton est encore enseignée, mais remarquez bien, pas dans l'expression que Newton en donne lui-même. Ça, c'est un premier point. Si on parle d'une mécanique newtonienne, la mécanique du point matériel, par exemple, si on parle d'une mécanique newtonienne, c'est pas parce qu'on est en train de vous enseigner comment Newton avait écrit les Principia Mathematica en 1687. Je vous défie de comprendre quoi que ce soit dans ce livre-là. Les notations n'ont aucun rapport avec la manière dont on travaille, etc., etc. La mécanique newtonienne qu'on enseigne, en bac plus 2, et puis a fortiori en licence, c'est la mécanique analytique de Lagrange, d'Hamilton, c'est la mécanique du 19e siècle. Cette mécanique, elle est importante à plusieurs titres. Un, parce que c'est elle qui permet de comprendre les autres théories. Parce que les fondateurs de la mécanique quantique, comme Einstein et les physiciens relativistes, sont pétris de cette mécanique, du Lagrangien, du Hamiltonien, des dérivés partiels, de tout ça. Donc on ne peut pas comprendre les théories qui suivent, parce que les éléments fondamentaux qu'ils vont utiliser, ce sont des éléments fondamentaux qui sont empruntés à la mécanique newtonienne. Donc premier enjeu, comme préparation, même conceptuelle, ou même de l'outillage, etc., aux autres théories. Deuxième intérêt, et non des moindres, c'est que la théorie newtonienne, elle est extrêmement utile pour des prédictions à notre échelle. D'un point de vue strictement prédictif, pour des phénomènes qui se passent, je vais dire, dans nos ordres de grandeur, elle est efficace du point de vue calculatoire, elle est infiniment plus simple, et elle aboutit à des prédictions qui, pour nos chiffres significatifs, sont très pertinentes. Mais par contre, je ne sais pas, si vous voulez faire marcher un GPS, eh ben, il va falloir introduire des corrections qui sont liées à la théorie de la relativité restreinte d'une part et à la théorie de la relativité générale d'autre part. Tout dépend du nombre de chiffres significatifs que vous voulez. La physique, ce sera un autre sujet de débat, elle ne cherche pas fondamentalement à décrire le monde tel qu'il est. Et tout est dans le fondamental. D'abord parce qu'il faudrait argumenter sur le fait que c'est possible, ce qui n'est pas une évidence. Et ensuite, à vrai dire, il y a toujours une forme de point d'interrogation. Vous savez, Einstein a une métaphore, je vais terminer par là, la métaphore de la montre, qu'il emprunte, je pense, à Jean Perrin, très oublié aujourd'hui, mais très décisif. Jean Perrin est au Panthéon, c'est un physicien français du début 20e, fondateur du CNRS, fondateur du Palais de la Découverte, très important dans la discussion sur l'atomisme au début du XXe siècle. Jean Perrin, dans son livre qui s'appelle Les atomes, qui mérite d'être lu encore, a une métaphore qu'Einstein va développer, la métaphore de la montre. Einstein dit, c'est toujours dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, l'évolution des idées en physique. Le monde est comme une montre qu'on ne pourrait pas ouvrir. Cette idée qu'on voit des phénomènes, en l'occurrence on voit des aiguilles qui avancent, mais on ne peut pas ouvrir le boîtier pour savoir quel est le mécanisme sous-jacent qui produit ces phénomènes. Le physicien, dit Einstein, sa mission, c'est de produire une théorie, un modèle si vous voulez, c'est-à-dire une montre alternative, qui reproduise les phénomènes observés. C'est-à-dire obtenir une montre qui est synchronisée avec la première. C'est le contact entre la théorie et l'expérience. Mais, dit Einstein, et je crois qu'il a raison, on ne peut pas ouvrir la montre pour vérifier que, de manière sous-jacente, les mécanismes sont les mêmes. Et ça, c'est vertigineux. Un dernier exemple, l'exemple des atomes. On a spontanément l'image des petites billes de couleur, ça n'a aucun rapport avec la réalité de ce que ça peut représenter, vous voyez. Et justement, d'ailleurs, pour entrer dans les révolutions scientifiques du premier tiers du XXe siècle, que ce soit mécanique quantique ou relativité générale, il faut, et ça a été une difficulté de l'époque, je vous passe les textes, mais il faut se détacher de l'imagination. L'espace-temps, ça s'imagine pas. La courbure de l'univers, ça s'imagine pas. Les orbites électroniques, ça s'imagine pas non plus. On fait des trucs à la main pour s'aider. Mais ultimement, c'est les mathématiques qui sont utiles. Un des grands problèmes, encore aujourd'hui, pour les philosophes de la physique contemporaine, c'est ce problème du lien. De quelle nature est ce lien entre les théories physiques et le monde qui nous entoure?
oserais-je demander une prédiction à la prochaine c'est ça, révolution que nous allons observer. J'en donne une. Parler d'une théorie monde, justement, MOND. Oui. C'est ce sujet. Non, vous ne pouvez pas me demander de prédiction. Ah, Parce que mon travail, c'est pas de lire les boules de cristal, c'est de lire les livres. Alors. En fait, non, il y a quelque chose. Et c'est le propre problème de la révolution, c'est d'avoir un caractère imprévisible. Parce que ce qui fait le saut révolutionnaire, c'est que l'on va aller voir dans une zone où on n'avait même pas osé imaginer. Vous voyez, c'est comme le passage de l'univers statique à l'univers en expansion. Il y a quelque chose d'inimaginable avant que ça n'arrive. La problématique de la cosmologie contemporaine, un collègue ami qui a publié un livre là, début d'année sur le sujet d'ailleurs, c'est son caractère expérimentable ou testable. Et ça, c'est une problématique forte. Et certains grands physiciens, peut-être certains qui s'intéressent à la cosmologie connaissent le nom de George Ellis. Il est toujours vivant, hein, il est très âgé. Il a écrit dans les années 70 un livre très important avec Stephen Hawking. Donc lui, George Ellis, il vit en Afrique du Sud. Et il a écrit plusieurs textes, donc c'est un cosmologue, on pourrait dire. Il travaille sur l'univers, la relativité générale, toutes ces questions-là. Et il a des textes d'analyse philosophique sur la portée de la cosmologie. Ils sont très très intéressants. Et il interroge notamment ce caractère testable ou pas. Vous imaginez des multivers, etc. Est-ce qu'on est dans la pure spéculation? Est-ce qu'on peut tester expérimentalement? Ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui ne sont pas testables. Peut-être qu'elles le seront, peut-être qu'elles ne seront jamais, mais si elles ne seront jamais, comment on départage de théories qui ne peuvent pas être testées? Non, là, le philosophe des sciences est heureux parce qu'il n'est pas prêt d'être au chômage. Ça, c'est... Oui. Je vous remercie pour la clarté de votre exposé et notamment la très bonne distinction que vous faites dans le concept entre Newton et Einstein. Effectivement, c'est une révolution. Ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, et vous avez été clair aussi, mais je veux le souligner particulièrement, c'est qu'en fait, la théorie de Newton, elle n'est pas fausse en tant que, effectivement, tous les ingénieurs, ils calculent la plupart des choses avec la théorie de Newton, et vous l'avez bien souligné, c'est-à-dire qu'elle est exacte dans un certain domaine, donc au moins on y nous calcule, dans un domaine notamment des faibles vitesses, on n'a pas besoin de la théorie d'Einstein. Donc, alors, conceptuellement, c'est vrai que c'est complètement différent. Mais en fait, c'est pas pour autant, j'ai vu dans le texte que ça disqualifie Newton. Vous dites que ça disqualifie Newton. J'allais dire, au niveau calculatoire, c'est une extension dans les grandes vitesses qui amène, en fait, une vision tout à fait différente. Et si j'insiste là-dessus, c'est qu'on est dans une époque où, effectivement, on a tendance à mettre en doute la science. Et que j'ai entendu plusieurs fois des gens dire « Oui, mais d'accord, vous dites que la science, elle dit des choses exactes, mais en fait, Einstein, il a mis par terre les propositions de Newton. » En fait, je crois qu'il faut montrer c'est un continuum, c'est-à-dire que Newton, il a sa part en vérité dans le domaine d'application où on a pu le vérifier. Et je crois que c'est très important parce que sinon, on est dans une époque où le doute s'installe sur et les événements récents ont compliqué la chose de données scientifiques, de la vérité scientifique, qu'il n'existe pas, effectivement, il n'existe pas en tant que tel, la vérité, mais il faut insister sur le fait que, effectivement, ce sont des évolutions à partir de modèles qui fonctionnent bien dans un domaine précis. Faute de quoi, on risque d'introduire le doute pour tout le monde et ça favorise les complotistes, enfin le n'importe quoi, les platistes, etc. Donc, je crois que c'est important, c'est au niveau de cette conférence. Oui, mais je comprends. Pour le monde, c'est pour moi. Il faut être très précis. Oui, mais ce qui est difficile à transmettre, c'est la nuance. Ouais. Et aussi bien, il y a effectivement une forme de continuité prédictive, mais une discontinuité conceptuelle. On pourrait résumer, je pense, de cette manière-là. Ce qui est difficile à transmettre, c'est la nuance. Et il y a beaucoup de lieux où on gagnerait justement à revenir, à tout le moins dans les études scientifiques, à un peu d'histoire. Vous avez évoqué, je saisis pour en faire deux phrases, la question de la Terre plate.
Il y a 2 collègues qui ont publié l'année dernière un livre passionnant pour montrer comment la thèse selon laquelle au Moyen-Âge on croyait que la Terre était plate est une thèse fausse. On n'a jamais cru que la Terre était plate depuis Aristote. Et au Moyen-Âge, on n'a jamais cru que la Terre était plate non plus. Et leur livre est très très intéressant, ce sont des historiennes, hein, parce qu'elles montrent, 1, quelle était l'opinion sur la forme de la Terre aux différentes époques, et 2, comment, au milieu du 19e siècle, s'est constituée cette, on dirait fake news aujourd'hui, selon laquelle, au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate. Une idée que vous trouvez encore distillée de temps en temps. Hein. Et c'est pas rare d'entendre dire que Galilée a montré la forme de la Terre. Enfin, du point de vue historique, ça n'a aucun sens. Mais vous trouvez assez facilement ce genre de thèse. Peut-être dans les sources que j'appellerais tertiaires. Peut-être une dernière question avant que... Voilà, toutes les bonnes choses ensuite. Enfin, oui. Quand on fait le temps. Mais c'est une critique, ça ou c'est un compliment? C'est une critique, ça ou c'est un compliment? Vous avez eu l'effet de utiliser votre parcours pour arriver à lire philosophe de science. Bon, ok, donc je vais faire court là-dessus parce que c'est pas très intéressant. Vous voulez mon CV en fait, c'est ça? En 2008, j'ai terminé la prépa ici à Toulouse, à Fermat. J'étais en PC étoile. Et puis ensuite, je suis allé finir une licence de physique à Orsay, dans le sud de Paris. Parce que mon projet, c'était pas de devenir ingénieur, c'était de devenir enseignant. Et c'était un peu... J'avais vraiment ce projet parce que j'avais retrouvé la lettre de motivation que j'avais faite. C'était de faire de la philosophie pour faire de la philosophie des sciences. Parce que le seul projet que j'ai toujours eu, c'était d'enseigner. Et ça me plaisait beaucoup d'enseigner la physique. Mais, et de fait, après même, j'ai eu la chance d'enseigner les mathématiques dans le secondaire. Mais ce qui, moi, me nourrissait, c'était la réflexion philosophique en général, qui avait ce côté existentiel qui, moi, me rejoignait beaucoup. Donc, je suis allé ensuite, après avoir terminé la L3 de physique, j'ai recommencé à zéro. Et j'ai fait licence, master, doctorat. En philosophie générale, la licence elle est toujours généraliste. En master, je suis allé à la sorte, donc l'IPC, oui, j'ai pas dit ce que c'était, puisque c'est là où moi j'ai fait ma licence, et c'est là où j'enseigne maintenant. C'est un établissement privé d'intérêt général qui se trouve à Paris. Nous avons 350 étudiants, 2 tiers préparent une licence de philosophie, donc avec un diplôme d'État, hein, et un tiers une licence de psychologie. Moi j'ai fait ma licence de philosophie là-bas, et ensuite je suis allé à la Sorbonne pour faire mon master, parce qu'il y avait une spécialisation en philosophie de la physique qui m'intéressait. Et il s'est trouvé que j'ai découvert le personnage d'Eddington quand j'étais en master, et j'ai fait mon mémoire de master 2 sur lui, et ensuite ma thèse, avec un monsieur formidable qui s'appelle Michel Bitbol, qui est un spécialiste de Schrödinger, qui avait fait, en fait, 40 ans avant, l'équivalent du travail avec Schrödinger. C'est-à-dire qu'il a été, lui, chez Schrödinger, il a rencontré sa famille et tout. Il a travaillé sur sa philosophie de la physique. Moi, c'est ça qui m'intéressait, puisque Eddington a la particularité d'être un physicien professionnel de premier plan, mais aussi un grand critique des possibilités de la science physique. Et ça, c'est assez original. Et il a écrit des ouvrages qui ont eu un grand succès dans les années 30, il ne faut pas croire. Hein. Vous trouvez tous les philosophes de l'époque qui citent au moins un texte d'Eddington, de je sais pas moi, Hannah Arendt à Heidegger, en passant par Bergson. Tous citent à un moment ou à un autre un texte d'Eddington, je vous promets. Mais sa philosophie de la physique n'avait pas été très étudiée, si ce n'est par un monsieur que certains auront peut-être qui s'appelle Jacques Merleau-Ponty. Donc pas le philosophe, hein, Maurice Merleau-Ponty. Jacques Merleau-Ponty, c'était un historien des sciences très important, qui a enseigné notamment à Nanterre dans les années 70 et 80, et qui avait publié en 1965 un livre d'histoire de la cosmologie qui a fait date. Et lui avait fait ce qu'on appelait sa thèse complémentaire, ça existait à l'époque, sur la philosophie de la physique d'Eddington. Mais il y avait beaucoup de choses encore à faire, donc j'ai travaillé sur lui. Et maintenant, je parle plus que de... Je fais autre chose, mais je travaille encore en philosophie de la physique contemporaine. Donc en histoire de la physique contemporaine et en philosophie de la physique contemporaine. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant les questions contemporaines de philosophie de la physique, mais comment des physiciens de l'époque voyaient le monde, quelle était leur vision de la physique, et beaucoup, ce qui m'intéresse particulièrement en ce moment, quelle est leur conception des limites de la science physique.
Voilà, ça c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Si d'aventure il y a d'autres questions, je suis pas au courant. Merci beaucoup.